Eh bien, bienvenue à tout le monde. Bienvenue Cédric, bienvenue Mélissa. Donc moi, je m'appelle Romane, je travaille chez Acast et je m'occupe des partenariats et des podcasteurs. Je travaille aussi avec Cédric, qui est le directeur des contenus France. Et du coup, Mélissa, à nos côtés aussi, avec qui on travaille, qui est journaliste et cofondatrice de Louis Média, un studio historique que vous connaissez forcément, créé en 2018. Avec nous, il devait avoir Camille Jean-Jean, mais finalement, elle ne pourra pas être parmi nous, elle est restée à New York. Et là, les gens vont partir. Je vois des déceptions là-bas. Pendant cette table ronde d'une demi-heure, 40 minutes, on va essayer d'interroger le rôle des podcasteristes en tant qu'influenceurs peut-être, aussi en tant que leaders d'opinion. Est-ce qu'ils ont une potentielle capacité à agir sur l'agenda public, l'agenda politique? Voilà, tant de questions auxquelles on va essayer de répondre. Et vous avez beaucoup de chance, et moi aussi, parce qu'on a deux expertes, une experte et un expert avec nous, qui nous permettront d'avoir non seulement un regard sur ce qui se passe en France, mais aussi ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis. Voilà. Donc si vous écoutez bien, vous aurez peut-être des clés pour devenir peut-être une personnalité influente à votre tour dans le monde du podcast. T'annonces des objectifs très élevés, Romane. Je compte sur vous. D'ailleurs, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur la genèse, la création de Louis Média? Voilà, quelle place vous souhaitiez prendre à ce moment-là? Quel sujet vous souhaitez mettre sur le devant de la scène? Alors nous, quand on a lancé Louis Média, on avait vraiment envie de... Enfin, on avait déjà lancé un podcast qui s'appelle, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Transfert pour Slate.fr. Et l'idée, c'était de faire raconter des histoires à des gens, des histoires vraies, toujours vraies. Et donc, c'était déjà une forme de donner la parole à des personnes. Et c'était très intéressant à l'époque parce que vraiment, c'était en 2016 que ça s'est lancé. Mais en fait, 2015, on se souvient des attentats. Et en fait, il y avait un vrai truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur... la parole des journalistes à ce moment. Enfin, il y avait un truc sur les médias qui était assez contesté, et donc on s'était dit, on va laisser la parole aux gens et on va pas entendre les questions des journalistes, on va laisser. Enfin, c'est beaucoup de travail de montage, un épisode de Transfert, mais on s'est dit, on va enlever les journalistes pour laisser la force à l'histoire. Et c'est un peu ce qui a guidé derrière la création de Louis Média, c'est de laisser la force à l'histoire. Et c'est drôle que je sois invitée à cette conférence sur l'influence des personnalités, parce que dans tous les podcasts qu'on a lancés, à l'inverse de beaucoup de podcasts qui existaient à l'époque et du marché de podcasts qui était amateur, qui était hyper dynamique et créatif, où il y avait beaucoup d'incarnation. Nous, on s'est plutôt dit, on va laisser la force aux histoires et aux sujets. Après, la force du podcast étant que c'est des voix et des voix qui sont souvent valorisées et auxquelles les gens s'attachent. Il y a un vrai truc où même si on a essayé de pas trop incarner, en fait, les gens s'attachent aux voix. Mais après, nous, c'était donc sur les sujets qu'on voulait s'engager. Et le format podcast, c'était aussi, on a choisi le format podcast parce qu'on s'est dit, on avait passé 10 années dans des rédactions, et dans les rédactions, l'info, parfois, ça va très vite. Nous, on travaillait sur le web. On avait travaillé chez 20 minutes, et chez 20 minutes, c'est de l'info à la seconde, à la minute. Et le podcast enlevait ça. Et donc, on s'est dit, le podcast, c'est le temps long, c'est le format où on a le temps de dire les choses, de prendre le temps de dire les choses. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait émerger des personnalités en podcast, parce que c'est des personnes qui ont pu avoir la parole pendant longtemps. Et si on explique un peu, enfin, je vais peut-être avancer dans tes questions, mais j'ai l'impression que le marché podcast français s'est vraiment créé avec de l'incarnation, parce qu'il y avait notamment toutes ces femmes, toutes ces personnes racisées qui ne pouvaient pas parler dans les médias classiques que sont la radio, la télé ou la presse écrite, et que du coup là c'était un canal assez simple d'accès, et on pouvait parler autant qu'on voulait, quoi. Et du coup, tu parles de personnalité. Est-ce que tu dirais que Louis Média est devenu une personnalité? Non, j'ai pas envie de dire ça. Après, on a vraiment construit ce média avec, comme on venait des médias, en fait, on l'a construit avec une ligne éditoriale qui est faire ressentir le monde, dans l'idée justement d'expliquer, de faire du journalisme, d'expliquer le monde, mais avec des émotions. Et c'était plutôt ça qu'on avait envie de projeter. Mais après, oui, le nom, on a la chance d'avoir un nom qui maintenant est connu, parce que je pense que les podcasts qu'on a produits et tous les journalistes qui y travaillent ont fait un merveilleux travail qui fait que tout ça est cohérent et a du sens. Mais après, il y a souvent des gens qui viennent nous voir en disant « Ah, moi je connais votre podcast Émotion ». Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un épisode, on décortique une émotion, et qui vont pas connaître Louis Média. Et en fait, c'est la même chose. Parfois, les gens lisent le journal et ils connaissent pas le nom des journalistes. Mais le podcast fait qu'avec la voix, les gens s'attachent davantage et cherchent à savoir, à connaître la personnalité qu'ils présentent. Et est-ce que du coup, avec ces voix, du coup, en tant que média, vous avez cette volonté peut-être d'influencer l'agenda public?
Bah oui, quand même. Ouais. C'est-à-dire que le journalisme est là pour ça. Nous, on est journalistes à la base et vraiment, c'est ce qui nous motive. Et dans l'équipe, c'est vrai que quand on a commencé le podcast, on s'est dit le podcast, c'est aussi de la production, mais on a monté Louis Média comme un média. Et donc, on est à la fois boîte de production et média. Et le journaliste, c'est de parler de sujets dont on ne parle pas, ou de démocratiser l'information. Et du coup, il y avait cette envie aussi de créer notre média, de se dire, non, il y a des choses qu'on a envie de raconter qui ne sont pas racontées. Et ça a été toute la jeunesse du podcast Injustice, qui est donc un podcast qui veut déconstruire des injustices structurelles en essayant vraiment de décortiquer le côté systématique des injustices pour bien montrer d'où ça part, comment ça se construit, et de ne pas juste dire « Ah, c'est injuste ». Et ça, c'était pour nous le podcast qui s'imposait très vite à nous. Émotion, il y a eu d'abord Entre, c'était donner la parole aux enfants, justement, sans donner à des personnalités ou à des enfants connus, mais vraiment des enfants lambda. Ça, pour nous, c'était un engagement très fort pour lancer le studio. Et quand on a créé Injustice 1 an plus tard, c'était, se dire, on veut faire de l'enquête incarnée autrement. Et c'est comme ça que des sujets qu'on trouvait peu traités, on les a traités là-dedans. Est-ce que toi, Cédric, peut-être tu aurais des exemples aux États-Unis de sujets qui ont été portés par des podcasteurs et qui ont pu justement faire avancer les choses ou créer des lois, impulser des mouvements? Alors, créer des lois, je pense pas encore. Mais c'est vrai que, alors pour resituer, Acast, c'est une boîte internationale, donc on est sur 15 pays, donc on a aussi cette vision un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, qui à la base devait être justement un petit peu portée par Camille Jean-Jean. Je saute un petit peu dans l'espace vu qu'elle n'est pas là. Mais c'est vrai qu'on voit aux États-Unis, il y a le marché du podcast américain est vachement moins sociétal que peut l'être celui du podcast français. Ça a moins grandi à travers ça. Mais il y a tout de même en fait quelques grands podcasts et quelques grands podcasts qui ont fait date dans l'histoire des États-Unis. Comme, c'est tout bête, mais Serial, en fait, le premier podcast qui avait dépassé les 5 millions d'écoutes, c'était une contre-enquête qui revenait sur le meurtre, sur l'enquête qui avait fait enfermer un jeune homme de 18 ans à perpétuité, qui revenait donc sur le système, comment est-ce qu'il avait été condamné, condamné à tort, et est-ce qu'il y avait donc des problèmes systémique dans la façon dont la police et la justice avaient traité cette affaire. Est-ce que du coup il y avait des problèmes systémiques de racisme aussi? Donc c'est quand même le premier podcast qui a dépassé les barres. Il se pose sur une problématique sociétale et une réenquête. Et puis il y a plein d'autres choses. Il y a The Young Turks, qui est un podcast aussi qui est animé par, alors je me rate, Cenk Uygur, qui est un présentateur télé, et qui est un énorme podcast aux États-Unis, donc qui a été vraiment un gros soutien de la campagne de Bernie Sanders et qui a servi de modèle en fait pour les créations médiatiques des Insoumis en France. Donc il y a quand même des gros liens qui se créent. Et puis après, pour le meilleur ou pour les pires, des gens comme Joe Rogan sont aussi très dans un discours sociétal qui porte aussi mine de rien une partie du podcast américain. Mais après, t'as pas dit que justement dans Serial, donc qui refait l'enquête d'un fait divers en 99 où donc c'est lui qui est condamné mais accusé d'avoir tué sa petite amie. Et du coup, il y a quand même eu des réouvertures Ils ont réouvert le procès derrière. Parce que ce podcast a été un phénomène et que du coup, ça a influencé vraiment. Absolument, il y a des podcasts de suivi de l'affaire derrière. Mais j'avais une petite question sur Injustice, justement. La deuxième saison d'Injustice, ou peut-être une nuit, qu'on avait d'ailleurs diffusée au dernier le dernier été du podcast. C'était la première diffusion, je crois, du trailer. Celui-ci, justement, il est aussi porté par Charlotte, par la voix de Charlotte. Donc il y a une incarnation qui est assez forte dedans. Et du coup, est-ce que c'était qu'est-ce que ça amène et comment c'était nécessaire? Puis aussi, je crois que dans le timing d'Injustice, il y avait aussi une volonté ou peut-être une nuit, il y avait une volonté de le positionner avant les discussions sur l'âge de prescription. On savait pas qu'elles allaient arriver en fait. C'est ça le truc. En fait, donc pour ceux qui connaîtraient pas, ou peut-être une nuit, c'est une série documentaire dans notre podcast Injustice, où l'idée c'est de faire une enquête sur le tabou systématique autour de l'inceste, le silence vraiment autour de l'inceste. Et c'est un projet donc sur lequel mon associée Charlotte Pudlowski a bossé pendant 2 ans, et tout est parti de elle, effectivement, le fait que sa mère a été victime d'inceste et qu'elle s'est très vite rendue compte que c'était beaucoup plus courant que ce qu'on croyait.
Et en fait, c'est comme ça qu'elle a commencé son enquête. Elle s'est dit, mais c'est fou. Enfin, je veux que ma mère me raconte. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est 2 à 3 enfants par classe, quoi. C'est massif. Et donc, si Charlotte a décidé de prendre ça, c'est que c'était une urgence pour elle. Et je pense que c'est très important dans la force de l'incarnation dans le podcast, c'est que souvent, c'est un sujet qui s'impose et qui va du coup... ça va se transmettre par la voix de manière très pressante, quoi. Et on le sent dans l'écriture même de Charlotte quand elle écrit ou peut-être de nuit. Et en même temps, on se disait, oh là là, un sujet sur l'inceste, qui va écouter ça? Et en même temps, c'était toute l'attention de ce truc-là, c'est que justement, personne n'en parlait. En fait, c'était toute l'attention du sujet. Bah oui. Et donc, en fait, le podcast favorise l'écriture au jeu et donc l'incarnation. Et elle voulait vraiment partir de son histoire. Et dans à peu près tous les podcasts qu'on fait, c'est comme ça, nous, qu'on fait plus l'incarnation, on se dit pas, on va faire ça par une telle ou un tel, c'est quel est le sujet qui te travaille et qui est urgent pour toi. Et en fait, là, la personne va se sentir légitime parce que c'est ça qui lui importe et donc va porter ce sujet. Charlotte, c'était pendant 6 épisodes, mais après, il y a des gens qui lancent des podcasts pendant des milliers d'épisodes. Et donc, c'était tellement important pour elle que vraiment, pendant 2 ans, elle n'a pensé qu'à ça. Et du coup, on a vraiment essayé de faire le podcast le plus finement possible pour que même les gens qui sont touchés par ça puissent l'écouter sans que ce soit trop violent pour eux. Et en même temps, on voulait dire les choses parce que justement, le sujet, c'était personne ne parle d'inceste, il faut en parler. Et donc, ça s'impose et on veut l'imposer aussi comme un sujet de débat. Et donc, c'était une production très difficile où Charlotte a vraiment pesé chaque mot et chaque témoignage, même la musique, même dans le rythme du podcast, on a fait très attention à chaque silence, à chaque seconde de silence, à chaque respiration, pour que vraiment le podcast soit la forme la plus parfaite pour essayer de parler de ce sujet et en même temps que ça mette les pieds dans le plat et qu'on en parle et que ça fasse un objet qui puisse, un podcast qu'on puisse écouter vraiment encore aujourd'hui. Et ça a été vraiment un énorme travail. Et je pense pas que Charlotte se soit dit je veux incarner ce podcast. Elle s'est plutôt dit je veux parler de ce sujet absolument. Et j'ai vraiment l'impression que le marché français s'est un peu construit là-dessus. C'est moins des gens qui se sont dit je veux être connu et je vais faire mon podcast ou je suis connu, il faut que j'ai mon podcast. Même si ça, du coup, ça a eu lieu. Mais on se rend assez vite compte que ça marche moins, en fait. Que les personnalités qui se disent moi je veux avoir mon podcast, s'il n'y a pas une vraie réflexion de pourquoi je veux aller dans le format podcast, les auditeurs en fait ils le sentent tout de suite et ils se disent c'est pas pour moi. Là j'écoutais en venant du coup sur le chemin le format podcast, mais donc qui est pas pensé comme ça, mais de Cyprien, le youtubeur, qui s'appelle 301 vues, mais qui est en fait une version sonore de son émission Twitch. Et en fait, je me disais, je comprends pas trop pourquoi j'écoute ça. Et enfin, du coup, ça le rend accessible aussi d'une autre façon, mais ou pareil, l'émission de Ken Kojandi, qui est aussi une émission YouTube. Et je suis là, alors. Et en fait, j'ai l'impression que les personnalités françaises déjà connues qui se mettent au podcast, il y a un truc qui est un peu... Enfin, je ne sais pas si vous avez, des exemples qui ont bien marché. Nous, on voit aussi notre impulsion. C'est du coup des personnalités plutôt qui viennent du monde d'Instagram, comme Anna RVR, qui a lancé Contre-soirée. Et là, ça marche très bien parce qu'elle a quelque chose à raconter. Donc certes, elle fait de sa vie le sujet principal, mais c'est là où je pense qu'il y a on peut faire la nuance avec peut-être Ken Kojandi qui fait plutôt sur une bande de potes, c'est pas sa vie, l'histoire, c'est pas sa personnalité. Tandis qu'Anna RVR, c'est là où je pense que ça marche, c'est du fait qu'elle se soit incarnée en tant que... elle en fait un peu son journal intime, un peu différemment, j'imagine, dans ses vidéos, c'est moins formaté, quoi. Mais du coup, elle a vraiment essayé de se prêter à l'exercice. Elle devant un micro qui vraiment c'est assez intéressant et c'est vrai qu'en termes de personnalités qui se mettent au podcast en France, c'est encore ça prend encore place un peu doucement, ils cherchent leur format. Mais c'est vrai qu'on voit aux États-Unis, il y a pas mal de personnalités qui s'en emparent vraiment pour en faire leur propre média. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore forcément beaucoup en France. Mais après, il y a l'exemple de La Poudre, évidemment, avec Lorraine Bastide, ou Des couilles sur la table avec Victoire Toyon, qui ont vraiment, je pense... qui sont vraiment... qui avait un engagement, et encore une fois, qui avait un engagement de départ, et je pense qu'ils se sont dit, le média podcast est le meilleur endroit pour avoir la parole, se donner la parole, et construire même l'engagement féministe. Mais et ça... Pardon. Elles, c'est intéressant parce qu'elles sont...
En fait, c'est des personnalités qui ont émergé grâce au podcast. Ouais. Bon, elles étaient déjà connues avant, un petit peu, mais dans leur niche. Et grâce au podcast, elles ont explosé. Elles sont peut-être, pour le coup, je pense, devenues des leaders d'opinion. On l'a vu là pendant la période de campagne électorale, où vraiment leur communauté leur demandait pour qui voter. Ouais. C'est assez fou. Du coup, je sais pas si vous avez un avis sur ça, sur quelle place doivent prendre les podcasteurs et les podcasteuses dans l'arène politique. Bah, c'est un choix très personnel, mais c'est vrai que nous, peut-être une nuit, du coup, ça a pris... donc le podcast est sorti en septembre 2020, et on a vraiment... on se disait, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont écouter ça? Et en fait, donc 6 mois plus tard, le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui a vraiment déclenché un peu le débat national sur l'inceste et le MeToo inceste, est arrivé vraiment après ça. Et le podcast a été autant écouté au moment de la sortie qu'au moment de la sortie du livre, comme s'il ressortait en fait en janvier 2021. Et là, en fait, on s'est dit, ok, on a fait ça au bon moment, il y avait une urgence, il y avait quelque chose, et fallait apporter une pierre à l'édifice, mais on s'était jamais dit que ça pourrait faire autant, quoi. À tel point que du coup, pour vous dire l'influence, mais qu'on n'avait jamais imaginé, Charlotte a été appelée par le ministre, par Adrien Taquet, pour participer aux discussions, pour travailler le sujet. Donc ça a une vraie influence, mais on l'a jamais pensé en se disant on voudrait, mais c'est la force du journalisme, quoi. C'est quand on prend le temps de parler d'un sujet, de toutes les enquêtes, de tous les scoops qui sortent de différents médias. Et j'ai l'impression que le podcast permet de prendre ce temps-là et de sortir des choses qui sont plus délicates, parce qu'il n'y a pas l'image, parce qu'il y a une autre temporalité. Oui, c'était fou parce que c'était assez fascinant de voir à quel point il y a eu un alignement à la fois une synergie autour de ça, je sais pas si je peux dire ça, mais où à la fois médiatiquement les journaux en parlaient de plus en plus, même des quotidiens, alors que c'était pas non plus un sujet dont on parlait. Donc il y a à la fois une mise sur l'agenda politique, aussi je veux dire médiatique, politique. Donc tu dis où Charlotte a été convoquée au ministère, mais aussi entre nous publics. Moi, je sais que du coup c'est un podcast qui a énormément circulé, même entre des mains, des oreilles de gens qui n'écoutent pas forcément des podcasts. Oui. Et donc bravo pour ça. Merci beaucoup. C'est surtout Charlotte, mais oui, c'est fou. Est-ce que toi... Moi j'avais une petite question aussi, effectivement, sur cette notion un peu de devenir une personnalité du podcast. Parce que, mine de rien, toi et Charlotte, et effectivement des Lorraine, des Victoire, Marie Bonga aussi, qui étaient sur la scène d'avant, aujourd'hui vous êtes aussi devenus des personnalités justement du podcast, quoi. C'est vrai. Tu vois, des gens personnalités du podcast. Des personnalités du podcast, oui, mais petit à petit. Joli cadre. Des livres sortent, tu vois, et ça déborde après, du c'est podcast. Ou peut-être une nuit est devenu un livre, et Charlotte l'a réadapté pour le mettre à jour et vraiment continuer à suivre le débat. Mais ce que j'aime bien dans le podcast, c'est que c'est l'endroit où on monte la marche, et où on peut trouver une influence sans être les influenceurs au sens classique du terme par les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et nous, c'est ça qui nous excite souvent avec Charlotte, c'est on aime bien être au moment où les choses deviennent des sujets, où les gens trouvent leur sujet. Et je trouve que le podcast fait vraiment ça, c'est un peu le point de bascule. Là où la télé, tout d'un coup, vous êtes directement connu, et le podcast, ça construit vraiment une réflexion et du coup un engagement, et on trouve son sujet, et ça se construit dans le temps. Après, oui, je sais pas si on est des personnalités. Je pense que Victoire et Lorraine sont plus des personnalités que nous. Et moi, j'ai vraiment pas du tout envie d'être sur le devant de la scène, même si je suis sur cette scène. mais c'est intéressant, je trouve, si on regarde le marché français podcast plus largement, dans les podcasts qui cartonnent vraiment, moi, l'exemple que j'adore, c'est 2 heures de perdu, qui est un podcast de cinéma où c'est vraiment 5 personnes autour d'une table qui débriefent d'un film minute par minute, et ils remplissent des Bataclans, quoi. Et donc, alors leur influence, elle est plutôt sur créer de la bonne ambiance chez les gens, parce que vraiment tous les gens qui écoutent pour la sympathie du truc, mais c'est pas une influence politique, quoi. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'influence politique que crée le podcast, quoi, et les sujets que ça peut faire émerger, qui émergeraient pas dans des médias classiques. Ouais, tu crois que ça avantage en fait d'essayer de les faire émerger par le podcast? Il y a une audience peut-être un peu plus engagée, qui va être un peu plus portée sur le fond. Il y a un truc de bouche à oreille aussi avec le podcast qui continue malgré les années, où c'est vraiment ça. C'est toujours le deuxième truc, le bouche à oreille, qui fait que les gens écoutent des podcasts. En tout cas chez nous. Et du coup, quand quelqu'un te conseille un truc, tu te dis bah ouais, je vais l'écouter, ça s'impose à toi. Versus tu vois ça dans un flux de réseaux sociaux, tu te dis ouais, peut-être que je vais cliquer là, mais il y a peut-être un peu moins d'engagement, quoi. Et c'est vraiment pour ça qu'on adore cet endroit, quoi. C'est vraiment chouette.
Il y a l'exemple de Marine Bausson aussi qui est assez parlant où elle a vraiment mis de sa personnalité dans le podcast et là récemment elle faisait son premier spectacle vulgaire. Ouais. Donc ça c'est une très belle réussite et Après, ça a vraiment créé des rockstars. Enfin, aux États-Unis, dans les exemples. Mais c'est pareil, c'est dans le temps. C'est-à-dire que This American Life, qui est donc un podcast qui, en fait, une émission de radio à l'origine, mais qui est vraiment dans un format. À chaque épisode, en fait, c'est. Je sais pas comment résumer. Ça raconte l'Amérique, mais dans un format documentaire où le présentateur, qui s'appelle Ira Glass, vraiment prend par la main les auditeurs en racontant une histoire. Et donc, il y a un des épisodes du podcast, donc ça a commencé dans les années 90, je crois. Oui. C'est vraiment très vieux maintenant, mais ça continue toujours. Et je continue à écouter des épisodes et je continue à me dire ils sont vraiment trop forts parce que 20 ans après, je suis toujours surprise par ce qu'ils font. Et pourquoi je disais ça ? Parce que lui, en fait, progressivement, c'est vraiment devenu une rockstar, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il intervient dans un événement, il est payé des fortunes et tout le monde le veut, tout le monde veut l'avoir parce qu'en fait, il a un peu, il est devenu une rockstar de savoir raconter l'Amérique. Ouais. Donc c'est un talent qui est un peu indirect, qui est pas aussi évident c'est juste moi qui suis connue pour moi-même et ma personnalité. Et c'est ça aussi que j'apprécie dans les personnalités podcast, c'est que c'est plus complexe quoi dans l'influence qu'on a. Est-ce que d'ailleurs, si on se fait un petit paysage justement de toutes ces pop stars, finalement, je ne sais pas si on peut se permettre le terme, mais est-ce qu'on pourrait dégager, je sais pas, une personnalité podcast dans le sens une seule. Enfin non, mais dans le sens un profil type en fait de personnalité qui émergerait. C'est pour donner des clés, hein. On est là pour le non, mais je pense que ce serait forcément une personnalité en France, en tout cas, je dirais c'est une personnalité engagée, quoi, qui a décidé de prendre la parole, de prendre le temps de parole et d'essayer de faire avancer un pan de la société. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est forcément biaisé, mais qui comprend le média podcast. Mais qui comprend le média podcast aussi, parce qu'il y a quand même eu des tentatives effectivement de personnalités du monde médiatique ou du monde politique de faire des podcasts en France, sans forcément un gros suivi. Donc ça va pas. Voilà, il y a aussi pas mal de podcasts qui ont été abandonnés sur le chemin par des personnalités parce que assez rapidement, ils n'avaient pas tellement envie de faire ça, quoi. Quand on regarde aux États-Unis des Conan O'Brien, des Marc Maron, ils en sont à leur 1300e épisode. Là, Marc Maron, ça fait 10 ans qu'il fait du podcast. C'est un acteur scénariste à la base. Et il s'est vraiment mis au podcast pour le podcast. Même des gens comme Bret Easton Ellis, tout ça, ils ont fini par y aller. En Angleterre, Jessie Ware, qui est une chanteuse, qui du coup a lancé un podcast Table Manners avec sa maman, très très drôle d'ailleurs. Et du coup, Table Manners. Okay. Avec sa mère. Ah mais oui, j'ai vu passer ce truc. C'est trop bien. C'est marrant, l'Angleterre, l'humour anglais. Et elle, du coup, en fait, c'est une chanteuse à la base. Maintenant, sa vie et ses revenus viennent de son podcast, quoi. Mais effectivement, il y a vraiment cette envie de l'utiliser comme un nouveau média pour aller raconter des nouvelles choses. Ouais. Et c'est peut-être ça qui manque un peu aujourd'hui aux personnalités françaises qui viennent pas du podcast. Mais du coup, c'est aussi une façon pour laisser de l'espace aux personnalités du podcast pour émerger, quoi. Ouais. C'est peut-être aussi sortir des livres. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est peut-être aussi l'occasion aussi pour les personnalités qui viennent dans le podcast aussi de contrôler la communication qu'ils peuvent avoir avec leur audience. Par exemple, c'est Dua Lipa justement qui a décidé de lancer son podcast pour décider exactement comment elle voulait communiquer avec eux et sans forcément attendre ce que les médias allaient dire d'elle. Donc c'est assez provoquant. Non mais c'est vrai. Effectivement, Isolt aussi, Bilal Hassani aussi avec La Fabuleuse. Avec Spotify. Ouais. Donc du coup, ça c'est assez intéressant aussi qu'ils viennent se dire, c'est aussi un espace vachement plus bienveillant. Alors le mot peut être parfois galvaudé et surutilisé, mais effectivement, le monde podcast est quand même un peu plus bienveillant. Il y a du fond, on prend le temps d'écouter. Je pense qu'on a un auditorat quand même d'assez bonne qualité en France aussi en termes de sympathie et d'empathie. Hein. Qui aide aussi à faire émerger ce type de créateurs en France et de créatrices en France. Mais je suis quand même déçue qu'il n'y ait pas plus de personnalités politiques vraiment qui se servent de ce média. J'ai écouté le podcast de Valérie Pécresse, qui a quand même, je crois que c'est la seule pendant la campagne qui a lancé un podcast. La seule, Benoît Hamon avait lancé un petit peu avant. Mais ils ont vraiment fait ça. Valérie Pécresse, c'était vraiment elle devant une table avec un micro et un mauvais son. Il y a Sandrine Rousseau vraiment aussi dommage. Elle a deux podcasts. Sandrine Rousseau a deux podcasts. Deux podcasts, sensiblement politiques et un autre. Elle a deux podcasts. Comment podcasts. Sandrine Rousseau, hein. fait beaucoup de choses. Puis Noël ma mère en a un aussi. Noël ma mère La aussi. vie de ma mère. Oui. C'est mon titre.
Mais c'est vrai qu'après, c'était intéressant. Enfin, le podcast de Valérie Pécresse était intéressant dans le sens où elle essayait de raconter un peu de l'intime. Il y avait cette idée d'essayer de dire, alors bon. Ça faisait vraiment genre, je vais prendre ce qui marche et le coller dessus, et justement, c'est ça qui marche. Mais au moins, c'était assez intéressant, je trouvais. C'était pas un truc d'entretien, elle essayait de raconter, de faire du storytelling et de se livrer. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y avait une forme de. Une tentative. Voilà, une tentative. Pas inintéressante. Après, on peut se demander, je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée pour les personnalités politiques de se mettre au podcast. Parce que justement, il y a plusieurs profils pour avoir. Est-ce qu'il vaut mieux être invité dans un podcast ou est-ce qu'il vaut mieux avoir son podcast? Et moi, j'adorerais en fait un podcast. Là, sur cette campagne, j'aurais adoré entendre justement un candidat, suivre un candidat pendant quelques mois, quelques semaines. Et au bout d'un micro, ça s'oublie plus qu'une caméra, quoi. Et donc, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de fou. Vous avez votre prochain podcast, hein? Non, mais la campagne est finie, mais je peux commencer maintenant avec Elisabeth Borne. Donc, non, mais ça... Et en fait, je pense qu'ils connaissent pas assez le format. Après, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de production. Les podcasts très incarnés, c'est aussi des podcasts parfois plus simples à produire. Quand c'est du podcast d'interview, en tout cas. Et ça crée aussi un attachement. Et nous, c'est pas exactement le format qu'on a choisi d'avoir. Mais du coup, on fait une incarnation forte par... le jeu, c'est-à-dire que tous nos podcasts sont vraiment incarnés par la personne qui présente ou par les journalistes, ou même dans le choix des sujets, on essaye toujours de dire quel est le sujet qui t'importe pour que ça parte vraiment d'eux, quoi. C'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait toujours pas de podcast de Jean-Luc Mélenchon, parce que lui qui est très justement habile là, sur les nouveaux médias et sur la chaîne YouTube, ça pourrait être phénoménal, je pense. Ouais. Justement, ça va m'amener à ma prochaine question. À votre avis, dans quelle place, quelle communauté manque peut-être encore d'un leader dans le podcast? Juste parce que toute la thématique de ce festival, c'est sur prendre la place. Donc justement, si vous deviez dire au public aujourd'hui, si vous deviez lancer un podcast, si vous voulez être leader ou leader d'opinion d'une catégorie, ce serait quoi? Je sais pas, j'ai un peu envie de demander aux gens là. J'ai aucune idée. Parce que c'est vrai que société politique, on voit que c'est quand même, il y a beaucoup de personnalités qui ont déjà émergé. Mais moi, je suis assez étonnée sur l'écologie, mais je pense que j'ai pas assez cherché. Je trouve qu'on n'y en a pas encore énormément. Il y a Le Monde qui en a lancé un, La Chaleur Humaine, mais bon, c'est Le Monde, quoi. Il y a peu d'indépendants, ouais. Le HuffPost, on a vraiment pas mal l'envers du décor avec un thé à verre. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'indépendants Parce qu'il y a un engagement hyper fort sur ce sujet-là, et en regard du nombre d'engagés, le nombre de podcasts me semble. Mais c'est peut-être ma méconnaissance qui parle. Mais en fait, c'est un sujet qui est pas mal. Alors pour le coup, traité par des jeunes créateurs et des jeunes créatrices sur YouTube. Swan Périssé qui a une chaîne entière justement sur son engagement écologique sur YouTube. Alors il y a quelque chose qui se met en place. Lucas Saltriti, j'ai écorché son nom, qui sort Super Green Me, qui documente sa transition écologique, mais il n'y en a pas encore beaucoup face à l'ampleur effectivement du sujet face aux jeunes générations. Peut-être qu'il faut attendre qu'ils sortent un peu des YouTube et des Twitch pour aller s'emparer du podcast. Qui sont encore un peu... c'est vrai que c'est à partir de 25 ans que les créatrices et les créateurs se mettent au podcast. Avant ça, ils ont encore très vidéo. Et après, moi, il y a les très très jeunes. J'aimerais trop des podcasts de gens jeunes. Nous, on a Entre, mais en fait, du coup, on va les chercher. Mais j'aimerais vraiment... je sais pas, des ados qui créent leur podcast. Ça, je pense que ce serait ouf. Ça serait génial. Ce serait ouf. Est-ce qu'il y a des ados dans la salle? Je pense pas. Est-ce qu'on laisse un moment pour des questions du public ou on peut y aller. Il nous reste 5 minutes, c'est ça? Non, 7 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des remarques, ou des idées de communautés qui pourraient lancer des podcasts. Les gens sont timides. On continue avec les nôtres. Non, mais c'est vrai que hier, du coup, on a publié le dernier baromètre d'Acast. Et là où on a observé, c'est qu'il manquait beaucoup de femmes sur tout ce qui va être les sujets de tech, les sujets de business. Donc, ça pourrait être l'occasion de prendre la place là aussi. Prendre la place, Le but, c'est de le dire le plus de fois possible. C'est clair. Donc, c'était tech, business. Tech, business, sport. Alors ça, c'était intéressant, c'est que justement, dans le top 100 global des podcasts, tous les sujets news étaient très masculins, et quand tu filtres juste sur les indépendants, news et sociétal, ça passe quasiment à 75% féminin. Okay. Parce que du coup, les indépendantes, elles ont beaucoup de choses à dire sur les sujets news et sociétaux. Et je viens de me rappeler qu'on devait diffuser la vidéo de Camille Jean-Jean. De Camille Jean-Jean. La star de notre soirée. La star. On a quelques mis, La pop star. Toujours pas de questions?
La première, c'est la plus dure. Hein. Moi, j'en avais peut-être une dernière un peu pour boucler avec le sujet. Qu'est-ce qui se passe du coup après? C'est-à-dire que là, on a Louis Média, donc, qui est monté donc, effectivement par une équipe, mais sur lesquelles vous portez aussi, en tant que cofondatrice, le bateau. Non, vous ne portez pas le bateau, vous portez le sujet et l'entreprise. Donc les livres arrivent. Comment tu vois aussi un petit peu l'avenir et le développement de ces contenus dans le podcast, hors podcast, et vous aussi, en fait, en tant que personnalité créatrice, comment tu te vois un peu évoluer tout ça? Moi, ce qui m'excite vraiment en ce moment, c'est la fiction. Je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, pas qu'on soit en train de faire un blockbuster, mais il n'y a pas beaucoup de fiction sonore où je suis convaincue. Enfin, Radio France a une production de fiction génialissime, mais en fait, je trouve qu'on regarde tous, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je regarde énormément de séries télévision, quoi, avec de l'image, et il y a peu de fiction qui me capte autant que les séries. J'aimerais vraiment, enfin, je pense vraiment que ça pourrait, en tout cas, amener à l'usage podcast davantage un public qui est un public de séries. Et là, j'écoute, je sais pas si vous avez vu sortir ça, Batman Autopsy, la fiction de Spotify. Là. Ouais. Je pensais pas du tout, parce que c'est un truc Marvel, Batman, enfin, que je pensais pas du tout être prise dedans. Mais en fait, c'est la première fiction où je suis vraiment à fond. C'est vraiment de l'action, du thriller et tout. C'est hyper bien produit. Enfin, j'ai vraiment tout écouté, tous les épisodes. Donc ça me... Et après, la suite de la suite, ce serait que nos podcasts deviennent des séries audiovisuelles. Ça, vraiment, le passage en télé. Ça m'excite beaucoup aussi. Est-ce que tu connais les fictions de Mehdi Bayad? Tout à fait. Ils sont géniaux aussi. C'est vrai que c'est fou. C'est très oppressant parfois, je tiens. Ouais. Enfin, c'est très bien fait, du coup c'est très oppressant parce que c'est des huis clos, donc. Ouais, justement, télévisuellement, ça pourrait très bien marcher aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en plus, pareil, Mehdi Bayad, qui a vachement émergé aussi dans l'univers podcast comme créateur de fiction, quoi. Enfin, ça c'est assez intéressant, quoi. Tout le monde, il a un passif. Et il a un CV, il a un très joli CV avant, mais sur cette partie création de fiction, il fait figure d'une des exceptions françaises, quoi. Et voilà, c'est. Mais la fiction, cool, je pense que la difficulté avec la fiction, quoi. C'est que comme c'est souvent des séries de quelques épisodes et. Enfin, je sais plus combien il y a. Enfin, c'est très dispersé, donc dans l'usage podcast, c'est aussi. C'est super dur de le faire. Plus difficile d'aller les chercher, d'aller les trouver, et donc c'est plus dur à. Enfin, alors que ça demande énormément de travail, donc. Je comprends pourquoi il n'y en a pas autant que ça. Ouais. Et justement, une sorte de docu-fiction sur les sujets d'écologie, ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait être une bonne manière justement d'amener ces sujets qui peuvent parfois être un peu académiques aussi, parce qu'il y a plein de données à révéler, et en même temps ce côté fiction pour le divertissement. Je vous donne une idée. C'est gratuit. Est-ce que d'ailleurs, aujourd'hui, avec l'influence que vous avez, parce que vous en avez une, est-ce que ça rentre en compte dans votre prise de décision, justement dans les sujets éditoriaux que vous souhaitez porter? Est-ce qu'aujourd'hui vous dites, on est à cette place, du coup on peut plus se permettre ce sujet, il faut qu'on aille plus loin peut-être, il faut qu'on parle de ce sujet? Non, enfin tant que c'est un sujet où on se dit on l'a jamais entendu comme ça, on n'en a jamais entendu parler comme ça, non, nous c'est vraiment qu'est-ce qui s'impose, qu'est-ce qui est pas raconté, qu'est-ce qui est raconté mais qu'on peut raconter différemment. Enfin, vraiment comment on peut faire avancer la société, c'est vraiment ça qui nous guide, et donc il n'y a pas de sujet où on se dit ah bah non c'est plus nous. Si ça a été méga traité très bien par d'autres gens, oui non, on ne va pas rajouter une couche quoi, mais ce qui nous excite vraiment, c'est de trouver les choses, enfin, je pense comme un peu les journalistes d'enquête, quoi, les sujets qui frémissent, quoi, mais qui ne sont pas encore assez traités. Merci beaucoup. Merci. Merci Cédric. Merci Romane, merci Mélissa. Et juste après, s'en suivra une carte blanche donnée à Media Lab. Merci.